Bonjour à Bonjour. toutes et à tous. Oula, là, il y a un petit écho. A priori, c'est Euh, bon. ok, alors je pense que tout le monde est en train d'arriver progressivement. Euh, donc on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on est très heureuse avec Adriana Diaconou ce matin de vous retrouver pour un temps d'échange autour de la vente HLM, la vente des logements sociaux. Comme vous le savez, c'est une manifestation qui prend place dans la 5e édition des webinaires organisés par Un Toit pour tous, en lien avec un certain nombre de partenaires que vous pouvez voir donc sur cette slide, Apsis, Sciences Po Grenoble, le laboratoire Pacte, l'université Grenoble-Alpes, la FAPIL, le Groupement des Possibles, la Fédération des acteurs de la solidarité, la FARS, et puis le Pacte du pouvoir de vivre. L'objectif de ces rencontres, c'est de créer des espaces d'échange, d'information autour de thématiques en lien avec les questions territoriales, les questions de politique de logement, de politique d'habitat, d'hébergement. Cette année, le cycle qui a été concocté par Un Toit pour tous comprend 3 séminaires d'1 heure chacun, et une demi-journée, un temps fort qui se tiendra le 6 février prochain à Sciences Po Grenoble. Alors, je pense, Adriana, que tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc ici, vous voyez les différents, le programme de ces rencontres. Donc, l'ensemble du cycle de webinaires est consacré cette année à la notion de mixité sociale. Donc, la mixité sociale dans l'habitat, quel levier pour les politiques locales. Vous retrouvez toutes les informations sur ces différents rendez-vous sur le site internet d'Un Toit pour tous, et il n'est pas trop tard pour vous inscrire à ces différents événements. Comme il est indiqué sur la slide suivante, le webinaire est enregistré et sera rediffusé sur la chaîne YouTube de Un Toit pour tous et sur différents réseaux sociaux. On a bien démarré à l'heure. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas accès au micro et à la caméra. C'est tout à fait normal, mais néanmoins, vous êtes tout à fait libre de poser toutes vos questions vous êtes tout à fait encouragé à le faire, à poser vos questions. Pour cela, vous pouvez lever la main et on activera votre micro. Vous pouvez également vous saisir de l'onglet Q&R, donc questions-réponses, qui s'affiche dans la barre que vous voyez en haut de votre écran. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié pour ces différents éléments logistiques. Ce matin, on va s'intéresser, je l'ai dit, à la question de la vente HLM en lien avec la mixité sociale. Alors d'abord, j'aimerais revenir je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis enseignante-chercheuse à Sciences Po Grenoble, chercheuse au laboratoire Pacte, membre de l'équipe Régulation. Et je travaille depuis plusieurs années maintenant sur la question des attributions des logements sociaux et sur la question des politiques de mixité sociale. Donc, c'est à ce titre-là que je vais animer ce webinaire ce matin. En guise de préambule, je voulais d'abord revenir très rapidement finalement sur les raisons pour lesquelles Un Toit pour tous et ses différents partenaires ont choisi cette année de mettre à l'agenda la question de la mixité sociale. Pourquoi s'intéresser une fois encore à cette notion de mixité sociale? Je dirais déjà assez simplement parce que la notion de mixité, c'est une catégorie qui reste absolument centrale, absolument structurante dans les politiques urbaines et dans les politiques de logement en France. C'est une catégorie d'action publique qui s'est institutionnalisée depuis le début des années 90, au moment de la création du premier ministère de la ville, et qui depuis fait l'objet de très nombreuses réformes, qui est régulièrement remise à l'agenda politique. Cette question de mixité sociale, elle est structurante, elle est extrêmement importante et en fait, elle renvoie à des enjeux assez variés. Elle est liée à des questions d'équilibre territoriaux, des questions de peuplement.
et elle a été pensée historiquement dans le temps long comme l'un des principaux instruments pour lutter contre la ségrégation socio-spatiale, la ségrégation urbaine. Ségrégation dont on observerait donc au fil des années une accentuation, notamment dans les grandes et très grandes métropoles. Alors, cette accentuation, ce renforcement de la ségrégation, c'est un diagnostic qui est très largement contesté en fait dans la littérature en sciences sociales. Les travaux de sociologie urbaine, notamment, montrant que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des dynamiques beaucoup plus fines et parfois contradictoires. Néanmoins, ce diagnostic, il a donné lieu à une série, je l'ai dit, de réformes, de lois. On pense bien sûr à la loi Besson de 90, la loi d'orientation pour la ville en 91, qui a été appelée, qui faisait figure à l'époque de loi anti-ghetto et qui présentait la mixité sociale comme une composante absolument essentielle du droit au logement. Et cette catégorie de mixité, eh bien, elle structure toutes les politiques, toutes les réformes jusqu'aux plus récentes, donc la loi égalité et citoyenneté de 2017 et de façon encore plus récente, la loi Elan de 2018 dont on va parler ce matin. Les politiques de mixité sociale, elles mobilisent deux principaux leviers, si je simplifie un tout petit peu. Un premier levier qui prône, en fait, qui repose sur l'idée d'une dispersion du logement social entre les communes à travers la production de l'offre nouvelle. Donc sur ce levier-là, on pense bien sûr à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 ou à la loi ALUR, accès au logement et un urbanisme rénové de 2014, qui impose aux communes de plus de 1500 habitants en Île-de-France et de plus de 3500 habitants dans le reste du territoire national, un quota minimum de logements sociaux fixé à 25%. Donc on aura l'occasion de revenir dans le cadre du prochain webinaire la semaine prochaine sur la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Mais voilà, c'est un jalon extrêmement important de ces politiques de mixité sociale. Et puis, il y a un autre levier sur lequel on aura aussi l'occasion de revenir dans le cadre des webinaires, c'est la question des attributions de logements sociaux comme outil pour modifier le peuplement des quartiers, le peuplement des communes. Donc, on voit qu'on a une diversité de politiques publiques, une diversité de dispositifs qui, néanmoins, au fil des années, se sont soldés souvent par des échecs, ce que documente assez bien, là encore, la littérature en sciences sociales, mais aussi les évaluations qui ont pu être produites par des agences nationales comme l'ANRU. Ce matin, on va faire un tout petit pas de côté par rapport finalement à ces deux grands leviers que je vous ai présentés très rapidement, en se focalisant sur un autre programme d'action publique qui est la vente HLM, qui est une politique publique plus récente, du moins qui fait l'objet d'une volonté politique plus marquée depuis la loi Elan de 2018. Qui existe depuis en fait plus longtemps que cela, mais qui est pendant longtemps, en tout cas en France, resté marginal et qui aujourd'hui, depuis 2018, connaît une montée en puissance, un essor, et cet essor ne va pas sans difficulté, sans poser question et sans susciter des tensions. En effet, cette histoire la vente de logements sociaux ne va pas de soi à un moment où en fait on connaît une crise du logement extrêmement forte, il y a une pénurie de logements extrêmement importante, notamment de logements sociaux et de logements très sociaux. Et donc on voit que la question de la vente HLM comme solution à la crise du logement est plutôt contre-intuitive. Par ailleurs, et ça on le sait bien, dans un contexte d'accélération du désengagement de l'État, notamment sur le plan financier, le premier objectif de cette réforme de la loi Elan, ça a d'abord été un objectif financier. On voit bien que la vente HLM, elle doit permettre aux bailleurs sociaux de développer leurs fonds propres et donc leur capacité d'autofinancement.
par rapport à ces enjeux économiques et budgétaires, ce matin, la question qu'on avait envie d'aborder avec Adriana Diaconou, c'est finalement, est-ce que la vente HLM, c'est pas aussi un instrument de mixité sociale? Dans quelle mesure la vente HLM, qui vise en creux le développement de l'accession sociale à la propriété pour les locataires du parc locatif social, notamment grâce à des prix de cession qui sont en deçà des prix du marché, dans quelle mesure la vente HLM ne permet pas de diversifier les profils, de diversifier le peuplement, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Plus largement, on peut s'interroger donc sur les effets de ces ventes HLM sur la structure du parc social. Juste, je pense peut-être, Adriana, tu peux essayer de fermer ton micro pour voir si c'est mieux, si vous avez un seul micro activé à chaque fois. Voilà, donc je continue. Donc la question des effets de la vente HLM, alors on a déjà quelques années de recul par rapport à la loi Elan. Effet sur la structure du parc, effet sur les territoires, sur les quartiers concernés. Donc c'est ces questions-là qu'on va aborder ce matin avec Adriana, qu'on va chercher à dénouer. Adriana, donc, qui est maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine de l'Université Grenoble-Alpes, qui est aussi chercheuse au laboratoire Pacte, membre de l'équipe Justice sociale, et qui a participé ces dernières années à un important programme de recherche sur la vente HLM, qui a été financé par 11 commanditaires, dont l'Union sociale pour l'habitat, dont la Caisse des dépôts, le PUCA, Action Logement, la NCT. Donc c'est un programme de recherche qui a rassemblé entre 2020 et 2024 5 équipes de chercheurs et chercheuses partout en France qui ont travaillé sur des thématiques assez différentes, comme les stratégies patrimoniales des bailleurs sociaux, le rôle des collectivités locales dans ces stratégies, mais aussi la question des profils et des trajectoires des ménages qui deviennent propriétaires des logements sociaux. Donc, Adriana a fait partie de l'équipe, d'une équipe qui s'est intéressée à la mise en œuvre de la vente HLM dans les régions lyonnaises et grenobloises. Voilà, je ne sais pas, Adriana, peut-être tu veux dire quelques mots sur, déjà pour démarrer, sur l'équipe et sur le programme vente HLM. Oui. Il y a un peu Alors, juste, je me permets d'intervenir, Adriana. En fait, tu es également présente dans les participants, en plus d'être dans les intervenants. Donc, je vais essayer de t'enlever de la réunion côté participant. J'espère que ça va pas te faire partir en tant que participante. J'essaye. Et sinon, n'hésite pas à revenir avec le lien participant. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est mieux. Je pense que ce super. sera mieux. Très bien. Merci beaucoup, Marine, pour cette introduction. Donc, en effet, l'équipe coordonnée par Lydia Coudoura de Lille, de laquelle je faisais partie, s'intéressait plus particulièrement à la vente HLM et aux différentes formes de valorisation que cette vente amène, donc valorisation économique, patrimoniale, territoriale, plus particulièrement en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans les départements du Rhône et de l'Isère. Ainsi que donc ce regard était en fait multiscalaire, donc à l'échelle de la France. D'autres équipes ont travaillé sur d'autres territoires, notamment dans le Nord, région parisienne, et cela a permis des mises en regard, des comparaisons entre les territoires, mais ces comparaisons sont encore en cours. Le programme vient de s'achever, et donc je pense qu'il y a encore des mises en perspective à faire qui montrent déjà des diversités des pratiques, des diversités de formes de gouvernance, de prise de décision, mais aussi des effets qui ne sont pas les mêmes entre les différents contextes.
voilà, mais je ne vais pas développer là-dessus. Je vais me concentrer donc sur notre travail qui était donc réalisé par cette équipe de laquelle j'ai fait partie, une équipe pluridisciplinaire, donc des géographes, des sociologues, des urbanistes, historiens, à la fois des enseignants, chercheurs, des chercheurs et des doctorants, ingénieurs d'études et stagiaires. Ouais, tu veux ajouter quelque chose ou Non, je j'y vais pense qu'on avec... peut commencer avec le contenu. Je vais peut-être mettre en plein écran. Ouais, alors du coup, en fait, ce qu'on a prévu avec Adriana, hein, c'est de structurer les échanges autour de deux grands temps. Un premier temps consacré à la question du rôle des collectivités locales et des stratégies patrimoniales, et puis un second temps sur la question des profils des acquéreurs et plutôt sur la question des effets. Donc pour commencer, on a structuré l'échange autour d'une série de questions et ce qu'on vous propose, c'est peut-être de prendre un premier ensemble de réactions à l'issue de ce premier temps. D'abord, est-ce que Adriana, tu pourrais revenir en fait, même brièvement, hein, sur la genèse en fait de cette politique publique de vente HLM, telle qu'elle se pratique en France, retracer un peu voilà, le fil de l'histoire, parce qu'on se doute quand même que la vente HLM en France, elle n'a pas tout à fait la même histoire que dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne ou dans l'Angleterre de Margaret Thatcher, hein, dans les années 80. On sait que la vente HLM a aussi été une politique publique très importante. Donc voilà, est-ce que déjà tu peux resituer le cas de la France dans un panorama européen Oui, et dans donc l'histoire? voilà, peut-être que les éléments de comparaison vont être à la marge. Je voulais en effet rappeler, tu l'as fait aussi en introduction, que la vente de logements sociaux est une pratique plutôt ancienne, mais qui est marginale. Donc, elle apparaît dans les années 60, donc une loi de 1965 prévoit la vente aux locataires occupants. Donc, c'est quelque chose similaire qu'on voit par exemple au Royaume-Uni pendant Margaret Thatcher ou encore en Europe centrale et de l'Est, mais c'est vraiment marginal en termes de nombre de logements qui sont vendus. Ensuite, plutôt dans les années 80, c'est la loi Ménieri qui va élargir les objectifs de la vente et qui va poser un cadre qui va perdurer, qui va aussi évoluer jusqu'à la loi Elan actuellement. Et donc, ces objectifs se diversifient, notamment vers l'idée de compléter les fonds propres des bailleurs. Et donc, ça va être cette idée-là qui va prendre le dessus, on peut dire, notamment avec les évolutions de 2018, comme tu l'as dit, avec donc la loi Elan, dans ce contexte où le fait d'améliorer le bilan financier des bailleurs et aussi de participer à transformer leur modèle économique. Donc, une recherche de fonds qui va au-delà des ressources supplémentaires ponctuelles prend place donc dans ce contexte que tu as aussi évoqué de diminution des subventions de l'État, mais aussi de manque de recettes, notamment avec la réduction de loyer de solidarité 2018 et d'autres phénomènes qui apparaissent à peu près en même temps. Donc, cette évolution donc, qui amène à la loi Elan, comme je disais, diversifie les objectifs de la vente. Et il faudra qu'on mentionne aussi que la vente ne c'est plus seulement aux particuliers, aux locataires en place. Donc, l'idée, c'est de développer davantage la vente vers des personnes qui ne sont pas forcément éligibles au logement social, donc extérieures au parc locatif, mais aussi avec des ressources supérieures au plafond du logement social. Et en parallèle, il y a aussi la vente en bloc. Le programme de recherche ne s'est pas intéressé à la vente en bloc, mais c'est un phénomène qui n'est pas complètement différent. Donc, ça va dans ce même sens de recherche de recettes supplémentaires et la vente en bloc, qui est notamment la vente entre bailleurs à des organismes agréés. C'est une manière de obtenir des ressources plus rapidement, même si le prix de vente du logement est plus faible. La rapidité d'obtention de fonds, c'est aussi un critère qui va jouer. On va voir aussi au niveau de la sélection des biens qui sont vendus. Donc, la loi Elan
a comme objectif à la fois de faciliter, mais aussi d'accélérer la vente. Parmi les mesures pour faciliter et aussi de rapprocher la vente HLM d'une vente, on peut dire, moins sociale, plus proche de la vente sur le marché libre. On peut mentionner la suppression de la fixation du prix par France Domaine. Donc, les bailleurs sociaux sont encouragés à se professionnaliser, pour mettre en place la vente ou à faire appel à des organismes extérieurs. Donc, en 2019 est créé l'Opératoire national des ventes, l'ONV, qui est ce type de organisme spécialisé qui achète en bloc et revend à la découpe. Mais on a aussi d'autres organismes qui ont ces mêmes missions. Une autre mesure de simplification, on peut dire, ou de facilitation, c'est le poids moins important qui est pris par les communes. Donc, leurs avis sont simplifiés et l'opposition à la vente est admise uniquement pour les communes déficitaires au regard de la loi SRU. De plus, donc pour déconnecter, on peut dire, parce que tu parlais de mixité sociale, déconnecter la vente des objectifs de mixité sociale qui dominent les politiques locales de l'habitat. Les logements vendus sont maintenus pendant 10 ans dans l'inventaire SRU, donc c'est une forme de faire ce passage plus lentement, on peut dire, de rendre aussi les communes moins réfractaires à l'idée de se séparer de ce patrimoine qui peut les mettre dans une situation difficile par rapport à leurs obligations légales. En termes d'accélération, donc comme je disais, la vente HLM existe depuis les années 60, mais elle est vraiment marginale en termes de nombre de logements vendus. Et donc, l'État fixe des objectifs quantitatifs ambitieux, notamment avec cette orientation de 1% du patrimoine à vendre par an. Et donc, ce 1% représente environ 40 000 logements à vendre tous les ans. Avec l'idée derrière, donc c'est un discours assez normé qu'on retrouve beaucoup, un logement vendu doit représenter 3 logements construits. Donc l'idée c'est que la vente avec la production le surplus de fonds propres permettent la construction neuve, mais aussi la réhabilitation. Donc, ça permet aussi l'entretien, le développement du parc et ça doit prendre une place centrale par rapport aux activités des bailleurs. Ok, et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire, 7 ans après donc, la promulgation de la loi Elan, où est-ce qu'on en est dans la réalisation de ces objectifs quantitatifs? Qu'est-ce que ça représente en fait très concrètement la vente HLM aujourd'hui, à la fois au niveau national et puis peut-être donc au niveau local? Est-ce que tu peux dire aussi quelques mots de la manière dont vous avez travaillé avec votre équipe sur ces enjeux? Oui, tout à fait. Donc, en effet, pour revenir un petit peu sur la méthode, donc on a croisé des données quantitatives et un travail qualitatif, notamment à partir d'entretiens réalisés uniquement donc en Isère et dans le Rhône. Donc, pour détailler donc. Pour les entretiens, ces entretiens ont concerné des représentants des organismes de logement social, 42 représentants de bailleurs dans ces 2 départements et plus particulièrement dans la région grenobloise et la région lyonnaise, dans des territoires voilà, variés, on peut dire, et aussi 26 représentants de collectivités dans ces territoires. En termes de données quantitatives, l'analyse a porté sur plusieurs échelles, donc l'échelle de la France entière, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des 2 départements, avec des données principalement du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, donc les données RPLS, et des V3F, donc les demandes des valeurs foncières enrichies des fichiers fonciers. Alors, pour revenir à ces objectifs que je mentionnais tout à l'heure, on peut dire qu'au niveau de la France entière, les ventes se situent à environ un quart de l'objectif.
Donc, on est à environ 0,23% ou 2 pour 1000 logements vendus par rapport au stock total. Toutefois, on observe, et on le voit dans ce graphique, donc c'est la courbe bleue, on voit une augmentation observable à ce niveau national, mais aussi, on va le voir au niveau local, dans le Rhône et dans l'Isère. À partir de 2018-2017, on peut dire que l'augmentation s'amorce avec des ventes qui passent de 8 000, 9 000 par an au début de cette période observée qui va de 2012-2013 jusqu'à 2021. C'était les données disponibles au moment de la recherche. Donc, de 8 9 000 par an à 12 000 logements vendus en 2021. Donc, on peut dire qu'on est toujours en dessous des privatisations massives au Royaume-Uni ou en Allemagne. Bon, je ne l'ai pas dit, hein, mais en Allemagne, c'est la vente en bloc qui domine. Et donc, là, on n'a pas les chiffres sur les ventes en bloc. De toute manière, la grande différence par rapport à l'Allemagne, que c'est, comme je le disais tout à l'heure, les ventes en bloc se font entre bailleurs ou à des organismes agréés, voire vers des organismes spécialisés dans la vente qui ensuite vendent à l'unité. Voilà, donc on peut dire que même si l'équation de un logement vendu pour 3 logements construits était valide, même si voilà, on a des réserves par rapport à cela, je vais y revenir. Vu que le parc de logements augmente aussi sur la période avec 1,5% par an en moyenne, hein, la vente ne peut pas à elle seule alimenter cette croissance du patrimoine. Et donc, c'est un ingrédient parmi d'autres dans la recherche donc, de ce modèle économique. Ce qu'on voit aussi, mais je vais y revenir peut-être un peu plus tard sur ce graphique, c'est la diminution de la vente à l'occupant sur cette même période. Donc, on va un peu plus de 40% de vente à l'occupant à environ 30% à la fin de la période, en moyenne au niveau national. On va voir que les données sont un peu plus contrastées, notamment dans le Rhône. Et si on regarde sur un temps encore plus long, comme je disais, dans les années 60, on avait quasiment que de la vente à l'occupant. Au tout début des années 2000, on était à environ 80% de la vente à l'occupant, alors qu'avec la loi Elan, il y a cette tendance de diminution de cette fonction, disons, de la vente HLM, de permettre les parcours ascendants des locataires du parc social. Alors même que c'était, pardon, je te coupe, alors même que c'était un objectif qui était fixé dans la loi, la vente à l'occupant. Oui, bien sûr, dans les discours, c'est toujours la vente à l'occupant, c'est ce qui anime les acteurs du monde social à faire de la vente HLM, alors qu'il y a beaucoup plus de réserves par rapport à l'inscription dans une logique marchande où, comme je disais, les organismes sont encouragés à se professionnaliser, mais aussi à développer des techniques de vente qui sont très similaires au monde de l'immobilier tel qu'on le connaît. Et donc, on voit quand même la tendance à diminuer aussi la décote qui fait d'ailleurs le sens de l'accession sociale à la propriété. Mais on va peut-être y revenir après. Tu posais la question sur la répartition des ventes entre les territoires. Ce qu'on a observé au niveau national, c'est que donc ces ventes se concentrent aussi dans les territoires où les prix sont les plus élevés. Donc c'est aussi quelque chose qui va dans le sens de cette recherche de fonds. Donc dans les EPCI, les intercommunalités, où il y a cet intérêt économique de la vente, mais aussi dans des communes où les taux de logements sociaux sont compris entre 20 et 30%, donc autour des objectifs. Et donc, pour cela, cette
ce rôle bloquant que peuvent jouer les communes déficitaires et ces rues est donc un facteur fort qui fait que quand même, ce sont notamment les communes qui ont rempli leurs objectifs ou sont près de l'objectif qui peuvent mettre en place des ventes. Ok, Alors, merci. Ouais, pardon. Du coup, peut-être on descend au niveau des départements du Rhône et de l'Isère. oui, donc on voit pour le Rhône et on va le voir aussi pour l'Isère tout à l'heure, donc un nombre de ventes qui augmente sur cette période. Euh, Avec des ventes, comme je disais tout à l'heure, qui se concentrent là où les marchés sont tendus, où les prix sont élevés, mais aussi là où se concentre le logement social. Donc, dans le Rhône, plus de 50%, environ 58% du logement social est concentré dans la métropole de Lyon, et c'est là qu'on voit le plus de ventes. Euh, Pardon, là, on a 86% du parc HLM dans la métropole et donc 80% des ventes qui sont réalisées aussi sans surprise dans la métropole avec des profils de communes comme Villeurbanne, par exemple, qui dépasse le taux SRU, qui est doté d'un marché immobilier très dynamique mais qui compte aussi beaucoup de logements sociaux en diffus. Et donc, on peut dire que ce type de commune est particulièrement propice à la vente HLM dans cette période qu'on observe, donc notamment entre 2013 et 2021. On va voir qu'il y a aussi des évolutions par rapport à la vente entre une première partie, donc on peut dire vente première génération, et les ventes actuelles. Dans ce Euh, que tu dis, pardon, j'entends aussi que c'est peut-être plus facile de vendre des logements sociaux. Donc, ce que tu disais dans le diffus, c'est-à-dire, en fait, qui seraient déjà dans des copropriétés, en fait, avec du logement secteur, du logement privé à côté, quoi. Non, il n'y a pas cet aspect-là. oui, oui, oui. Donc, en effet, en termes de d'évolution, ce qu'on observe aussi, c'est que même si au départ, et donc cette loi des Meignery des années 80 introduit l'idée d'une vente qui pourrait contribuer à changer le profil des quartiers prioritaires, aux équilibres dans ces quartiers. Cette idée de la vente qui peut contribuer à la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les quartiers qui concentrent le plus de logements sociaux, sont un peu laissés de côté à partir d'expériences négatives dans cette Mm. première vague de vente où les collectivités étaient plus favorables donc à des ventes dans ces quartiers pour permettre justement de adosser la vente HLM à d'autres politiques de mixité, notamment les politiques liées au renouvellement urbain. Mais les expériences négatives ont été de plusieurs sortes. D'une part, des difficultés à vendre dans ces quartiers, des prix de vente faibles qui ne vont pas dans la direction d'augmenter les fonds propres ou des fonds suffisants pour les organismes. Et surtout, le risque de créer des copropriétés dégradées ou des copropriétés fragiles euh, qui est apparu assez rapidement, voire des pratiques qui sont considérées comme à éviter, les risques d'apparition des marchands de sommeil, par exemple, voire des prix d'achat très faibles, mais ensuite des mises en location très lucratives de type colocation. On le voit par exemple à Saint-Martin-d'Hères ou à Grenoble. Et donc, toute une série d'évolutions considérées indésirables et des difficultés fortes à vendre, même lorsque les immeubles sont réhabilités. Mm. Donc, finalement, on peut dire que la vente HLM n'est pas une politique qui contribue à transformer les modes d'occupation ou diversifier les types d'occupation des logements en quartier prioritaire de la politique de la ville, Mm. ou tout simplement ce n'est pas une politique qui a dans ces quartiers son territoire de prédilection. Donc ce sont surtout les logements qui se situent hors QPV qui sont attractifs, qui se Mm. situent dans des territoires où les marchés sont dynamiques
mais des territoires, comme je disais tout à l'heure, aussi qui ne sont pas en deçà de leurs obligations au regard de la loi SRU. Ok. Donc là, tu nous as parlé du Rhône. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le cas de l'Isère? Oui, tout à fait. Donc, on n'a pas le même graphique, mais euh, l'évolution est similaire, on peut dire, en termes d'évolution, mais on est en Isère. Bon, on connaît un peu les chiffres. Donc, le pourcentage du parc social est un petit peu en dessous de celui du Rhum, 16,4% en Isère, 17% des résidences principales dans le Rhône, mais quantitativement, c'est la moitié du parc du Rhône. Donc, les ventes aussi sont divisées par deux en nombre et sont aussi plus réparties, on peut dire, entre deux territoires. Donc, les ventes ne sont pas concentrées dans la métropole, ou on peut dire de la grande région grenobloise qui comporte la métropole ainsi que le Grésivaudan et le Pays Voironnais. Euh, En tête des ventes se situe la CAPI, donc la communauté d'agglomération Port de l'Isère, en nord Isère, sous l'ère d'influence lyonnaise, qui concentre, on le voit ici, donc la taille des cercles est proportionnelle aux effectifs de logement social, qui concentre une bonne partie du parc de logement social en Isère et où on a des pourcentages de vente entre 40% et 60% du département sur la période, alors qu'on est à environ 37% dans la région grenobloise, avec une augmentation notamment récente de ventes en région grenobloise. Ce qu'on peut voir avec les couleurs sur cette carte, c'est qu'il y a une tendance forte de diminution du parc social en Nord-Isère, notamment à la CAPI, et la vente HLM contribue à cette baisse. C'est d'ailleurs un objectif politique inscrit dans le plan local, dans le programme local de l'habitat de l'intercommunalité, qui d'ailleurs fait figurer la vente HLM de longue date dans le PLH, alors que ce n'est pas le cas des autres intercommunalités iséroise où l'opposition à la vente fait que la vente HLM n'est pas véritablement un sujet de discussion avant la période récente et les évolutions amenées par la loi Elan. On peut voir cette dynamique qui a un lien avec la vente, donc c'est on peut dire une concentration du parc social en Isère dans la métropole grenobloise et dans les territoires les plus urbains avec donc une diminution du logement social qui est d'ailleurs en cours aussi par ailleurs dans les territoires plus urbains et comme je disais dans les territoires excédentaires au regard de la loi SRU comme la CAPI. Mais on va le voir dans les prochaines cartes. Ce lien entre la vente et cette réorganisation du parc social euh, est tout à fait visible si on regarde pas les effectifs de vente, mais les taux de vente annuels par commune, c'est-à-dire le pourcentage que les ventes représentent par rapport au patrimoine social des communes. Et donc, ces pourcentages peuvent aller jusqu'à 70%, voire plus pardon, 70 pour 1000, voire 100 pour 1000 ou 10% si vous voulez, dans certains territoires. Les effectifs sont faibles de ces ventes, mais comme je disais, ce n'est pas anodin parce que même si à l'échelle du département, les chiffres ne sont pas importants, cela peut représenter parfois la moitié du parc social des communes où il y a toutefois des demandes et des besoins de logement social, soit parce que en Nord-Isère, comme je disais, on est dans le grand périurbain lyonnais, donc il y a des déplacements pendulaires et une pression de plus en plus forte en termes de demande de logement, ou dans le rural ou dans les territoires de montagne, parfois dans des communes touristiques, il y a aussi des demandes de logement social et des grandes difficultés à en produire.
Peut-être rapidement la même image pour le Rhône, avec donc ces deux cartes en bas où on voit, on peut dire, un accord entre le pourcentage du logement ou le taux de logement social par commune et les effectifs de vente qui se concentrent, comme je disais, principalement dans la métropole lyonnaise, même si en suivant l'histoire du logement social et l'histoire de l'industrialisation, on a aussi des villes comme Tarare, Villefranche-sur-Saône, par exemple, avec des patrimoines importants qui font aussi l'objet des ventes. Ce qui est plus contrastant avec la carte en haut qui présente les taux de vente annuels, ce sont donc ces grandes taches foncées qui montrent comme je disais, des taux de vente importants dans des territoires qui ont très peu de logement social, où donc la vente va contribuer à la diminution, voire à la disparition de ces ressources dans ces territoires. Hmm. Merci Adriana. Est-ce que tu peux maintenant nous donner quelques éléments sur les logements en fait concernés par la vente, les types de logements sociaux qui sont effectivement vendus à la fois donc dans le Rhône, en Isère, et puis peut-être aussi nous dire quelques mots de la manière dont ces ventes elles s'inscrivent dans les politiques locales de l'habitat et dans les stratégies des bailleurs sociaux. Ce que tu as déjà commencé à faire, mais voilà, peut-être que tu as des compléments à apporter là-dessus. Oui, tout à fait. Peut-être commencer par ce dernier élément parce que ça a un lien avec ce que je viens de dire par rapport à la manière dont la vente affecte les territoires plus ruraux. Une des logiques de vente qui est, on peut dire, complémentaire, mais pas complètement déconnectée de l'enjeu économique des ventes, c'est une rationalisation des parcs gérés par les bailleurs et donc se débarrasser, entre guillemets, hein, ou plutôt reconcentrer son activité sur certains territoires permet donc cette rationalisation de l'activité des bailleurs. Et bien sûr, c'est aussi la vente en bloc entre bailleurs qui contribue à ces logiques de rationalisation, mais aussi la vente d'une partie du parc, soit qui est éloignée géographiquement, mais aussi une partie du parc pour laquelle les bailleurs voient moins l'intérêt à la fois en termes d'activité économique pour eux, mais aussi l'intérêt social joué par ces logements. Donc l'intérêt social lorsqu'il n'y a pas de rotation dans la location ou lorsque on a des logements intermédiaires de catégorie supérieure. Et donc, c'est quelque chose qu'on observe plus particulièrement en Isère et aussi dans le Rhône pour cette première vague de vente. Là, je fais une petite parenthèse. C'est quelque chose que nos collègues qui ont travaillé dans le Nord, notamment dans la métropole lilloise, n'ont pas observé de leur côté. Donc, ça peut être aussi une spécificité locale. La concentration des ventes, on peut dire première génération, sur les segments les plus valorisés. Et qui sont aussi les plus vendables, on peut dire. Donc, les logements individuels, les logements intermédiaires, notamment dans le Rhône, qui sont donc surreprésentés dans les ventes par rapport à l'ensemble du parc. C'est ce qu'on voit dans ces deux tableaux. Alors que les ventes, comme je disais tout à l'heure, en quartier prioritaire de la ville, sont sous-représentées par rapport à l'ensemble du parc, à la fois en Isère et dans le Rhône, mais aussi plus particulièrement dans le Rhône. Il y a toutefois une évolution qu'on observe avec l'épuisement de ces logements de qualité, on peut dire, ou recherchées plutôt sur le marché. Donc, les maisons individuelles présentes en grande quantité, on peut dire, dans la Capie, en Nord-Isère, mais aussi dans d'autres territoires où ces maisons individuelles sont des produits rares, si on pense à la région grenobloise, par exemple.
Et donc, les logements visés par la vente vont évoluer, on le voit actuellement notamment dans le Rhône, vers d'autres catégories. Par exemple, les logements dédiés aux personnes aux ressources les plus faibles, donc les PLA, PLAI, n'étaient pas particulièrement visés par la vente dans le Rhône, alors que cette vente évolue vers donc, les logements standards, les PLUS, et ces catégories on peut dire, très sociales. De la même manière, les logements vendus sont en général plus grands que la moyenne du parc. Ce sont aussi les logements qui sont moins recherchés, notamment dans les métropoles, donc qui jouent donc moins le rôle social de réponse à la demande. Et donc, ce sont ces logements-là qui sont plus particulièrement visés, comme je disais, notamment dans les premières étapes de la vente. Ouais, juste petite parenthèse, est-ce que tu peux clarifier ce que tu appelles première génération, deuxième génération? Oui, donc nous, on a regardé, comme je disais, les données qui étaient disponibles au moment de l'enquête. Donc, grosso modo, début des années 2010 jusqu'au début des années 2020. Et sur la fin de la période, on voit donc une évolution lorsque ces produits qui étaient visés par la vente, donc les produits, comme je disais, les plus recherchés, les plus vendables, plus particulièrement maisons individuelles, logements intermédiaires, voire logements non conventionnés, sur lesquels l'accord des garants, des communes, des collectivités n'était pas nécessaire ou était plus facile à obtenir. Donc, ces logements ont été déjà vendus. Et donc, il y a maintenant des stratégies de recherche d'autres produits que les bailleurs peuvent mettre en vente. Ok, donc plutôt une diversification finalement des biens concernés, quoi. Une diversification et aussi, on peut dire que les premières phases étaient expérimentales, notamment, comme je disais, la vente en quartier qui concentre le logement social en QPV. Et après des premières expériences, il y a une réorientation des stratégies. Ok. Alors, comme le temps file, que j'avais annoncé 2 temps coupés par un temps d'échange, je propose que nous ne fassions pas ça, mais que nous terminions le déroulé pour ensuite se garder 5-10 minutes d'échange. Peut-être pour faire la transition, je vais relayer la question de Marc Lisère posée dans le Q&R. Marc nous demande 40% des ventes donc, aux occupants, quid des 60% autres, ce qui m'amène à compléter la question. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots des profils des acquéreurs, peut-être en lien avec les résultats des travaux des autres équipes du programme Vente HLM? Oui, donc de la même manière où il y a un discours assez standardisé sur ce que la vente permet en termes de construction neuve, il y a aussi un discours qui revient sur les répartitions entre les types d'acheteurs, donc un tiers locataire en place, un tiers éligible au logement social. Donc des extérieurs qui peuvent être logés dans le parc social ou hors parc social sous plafond de ressources et un tiers extérieur, donc au-dessus du plafond de ressources. Donc c'est une représentation très véhiculée dans les discours. Ce qu'il faut distinguer, c'est aussi la différence entre la vente du logement occupé, qui peut se faire uniquement aux locataires en place, voire à leur ascendant ou descendant, et la vente des logements vacants qui peut se faire donc avec des critères de priorité, mais potentiellement à tout acquéreur. Ce qu'on voit donc
donc en moyenne nationale, c'est cette baisse continue des ventes à l'occupant. Comme je disais tout à l'heure, elles sont plus marquées dans le Rhône sur la période. On avait 54% des ventes à l'occupant en 2013 et uniquement 17% en fin de décennie, début des années 2020. Et donc, cette diminution n'est pas compensée par des acquisitions par d'autres locataires du parc social, mais c'est la part des ménages issus du parc privé qui s'accroît, passant de 32% à 58% des ventes. Il y a récemment des conditions, des marges de manœuvre plus importantes prises par des collectivités, notamment la métropole de Lyon, qui a la compétence de l'aliénation des biens, donc de la vente HLM, et qui essaye de préserver cette vente à l'occupant, voire de la réimpulser. Mais la logique de la loi Elan va quand même à l'encontre de cela, puisque la vente, notamment dans des marchés tendus comme le marché de la métropole lyonnaise, se fait à des prix plus proches du marché. Lorsque le logement est vacant et lorsque les acquéreurs sont extérieurs au parc. Donc, il n'y a pas de décote. Donc, c'est surtout vers ça que le processus évolue. Donc, on peut dire que la figure de l'accédant à la propriété plutôt âgé, donc après 48 ans, pardon, après la quarantaine, on peut dire, qui vit dans le logement social depuis longtemps, qui accède à la propriété aussi pour apporter des améliorations par des travaux. Donc, c'était un peu l'image du locataire en maison individuelle, où il y a peu de rotation, qui motivait aussi beaucoup ces ventes. Tend à être remplacé par des acheteurs hors du parc social pour lesquels l'accession, qui sont plus jeunes, l'accession est un tremplin où voilà, l'achat se fait pour de l'investissement locatif. Donc, ce sont des choses que nous, on a identifiées, mais n'avons pas explorées exhaustivement. Mais d'autres équipes se sont concentrées plus particulièrement, notamment sur le développement de la location privée, donc des propriétés qui sont remises en location à des prix du marché suite à l'achat. Donc, c'est un phénomène qui se développe aussi de manière importante. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des éléments sur les prix de vente des logements concernés et sur le niveau moyen de cette décote dont tu parles? Et ça me permet de relayer une autre question de Marc dans le chat qui demande en cas de revente, est-ce que la plus-value, enfin, comment encadrer la plus-value? Est-ce que la plus-value est encadrée? Est-ce qu'il y a, il y a une régulation à ce niveau-là, puisque tu nous as parlé d'ailleurs de l'investissement locatif, c'est intéressant. Mais voilà, en cas de revente, comment ça se passe? Oui, donc comme je disais, le caractère social de la vente HLM vient de la décote, qui est parfois forte, pratiquée sur les prix, et la moyenne sur la période que nous avons observée au niveau national est de un peu plus de 29% par rapport au prix du logement privé à caractère et type de quartier comparable. La décote est plus importante pour les locataires en place, donc en général 4-8% de moins par rapport au prix pratiqué, mais aussi pour les logements qui sont plus fréquemment vendus, on l'a vu en Isère dans le Rhône, donc les maisons par rapport aux appartements, les grands logements par rapport aux petits logements. On voit aussi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, d'ailleurs, je vais passer à cette carte, la décote, elle est un peu en dessous de la moyenne nationale, donc à 25%.
donc un petit peu en dessous du 29%, avec des différences entre les territoires. Et ce qu'on observe, c'est que même si avec la loi Elan, il y a de plus en plus cette idée de ne pas brader le patrimoine HLM en minimisant donc la décote, puisque le besoin est de dégager des fonds par la vente. Cette décote augmente, notamment à partir de 2015, au fur et à mesure que les prix immobiliers montent et donc, c'est une décote qui est aussi en partie contrainte pour pouvoir trouver des acquéreurs en période de hausse de prix et aussi de vendre vite ou plus vite, puisque les ventes HLM sont des ventes longues. En général, une autre principe qui est beaucoup véhiculé, c'est 10 logements mis en vente pour un logement vendu par an, ce qui représente des volumes mis en vente qui sont importants et qui sont aussi une raison pour laquelle les collectivités parfois s'opposent à la vente HLM, puisque les effectifs des logements ouverts à la vente semblent importants. Donc, à titre d'exemple, cela représente dans la métropole de Lyon 6%. Donc, à partir des validations des plans des ventes des organismes, cela représente, en 2019, ça représentait 6% du patrimoine métropolitain, donc ce qui est ouvert à la vente. Donc, au niveau de la décote, on voit aussi sur cette carte qu'elle est plus importante dans certains territoires. Par exemple, en Nord-Isère, à la Capi, on voit aussi une décote plus importante. Cela n'est pas seulement lié au marché tendu ou détendu, c'est aussi, comme je disais, aux produits vendus, donc les maisons, les grands logements. Alors, en termes de revente, ce que nous avons observé, c'est que déjà, la revente, elle est plus fréquente, 2 fois plus rapide, où le taux de revente est 2 fois plus important pour les logements sociaux par rapport aux acquisitions du parc privé. Donc, au niveau national, 25% des logements vendus donc les logements sociaux vendus en 2011 sont revendus au cours des 9 années qui suivent, alors qu'uniquement 11% des logements du parc privé suivent la même trajectoire. Voilà, les causes de vente peuvent être différentes. Il y a des clauses de rachat en cas des difficultés des acheteurs. Donc, il y a aussi ce type de vente, donc le rachat par l'organisme, mais la plupart du temps, ce sont des ventes sur le marché libre, notamment après les 5 ans de clauses antispéculatives, c'est-à-dire si la vente arrive dans les 5 ans après la vente initiale, il y a donc des clauses qui permettent de récupérer la plus-value réalisée. Donc, ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est que la plupart des logements qui sont revendus le sont après les 5 ans de clauses antispéculatives et la plupart du temps à un prix qui est supérieur au prix de vente. Donc, on peut dire que la plupart du temps, c'est un effet d'aubaine pour le premier acheteur qui réalise une plus-value, notamment lorsque les marchés sont très dynamiques. Donc, on voit des plus-values très importantes, notamment sur le marché de la métropole lyonnaise. Donc, 30% des prix d'achat donc, en 2013, donc le prix de revente est 30% supérieur, alors qu'en 2019, on a des prix qui sont de 50% supérieurs au prix d'achat. Bien sûr, ces prix sont liés aussi à la décote, aux travaux réalisés par les acheteurs, mais aussi beaucoup aux dynamiques du marché. Ok, merci beaucoup Adriana. Alors on arrive au bout de l'heure, c'est passé extrêmement vite. Je me permets simplement de relayer une question de Mathias dans le chat qui se demandait qu'est-ce que représentait en fait l'investissement locatif parmi les logements vendus, puisque tu l'as évoqué. Voilà. Et puis si quelqu'un veut prendre la parole, on peut peut-être prendre une question avant de conclure.
Oui, donc ce que je peux dire, c'est que les données disponibles sur les trajectoires des logements vendus sont relativement faibles et notre travail n'a pas permis de compléter l'ensemble ou de répondre à l'ensemble des questions. Donc nous n'avons pas pu mesurer l'ampleur du développement des pratiques de remise en location des logements vendus. Ce sont plutôt des éléments qui apparaissent et qui nécessitent des travaux complémentaires de recherche d'investigation. Toutefois, je veux quand même mentionner que les intercommunalités se professionnalisent là-dessus. J'ai mentionné la métropole de Lyon, mais Grenoble aussi met en place un observatoire des ventes qui s'intéresse notamment aux ventes effectives. Comme je disais, les ventes prennent du temps. Et donc, dans quelle mesure les plans de vente des organismes sont remplis, voire des ventes au fil de l'eau, que je n'ai pas encore mentionné, mais qui s'opèrent. Et surtout, comment ces ventes transforment les équilibres, parce qu'on parlait de mixité sociale tout à l'heure, comment ces ventes transforment les équilibres de l'offre de logement avec un regard fin du taux SRU à l'échelle du quartier, voire de l'unité statistique IRIS. Et donc, c'est à cette échelle-là que la vente HLM commence à être appréhendée comme un facteur qui joue dans la réorganisation des équilibres de l'offre. Et aussi, c'est à ce niveau-là que les collectivités essayent de maîtriser les évolutions induites par la vente. Oui, et puis en t'écoutant, je me demandais si finalement la vente HLM, justement pour réguler davantage cette question des décotes au moment de la revente, si la vente HLM pouvait pas s'articuler en fait à d'autres dispositifs, je pense notamment au bail réel solidaire, qui lui aussi monte en puissance, on le sait bien, notamment dans les territoires tendus. Est-ce qu'il y a déjà ce type d'articulation entre dispositifs qui sont observés? Oui, tout à fait. Et donc, on ne l'a pas mentionné encore, mais la loi Elan donne aussi cette possibilité-là. Elle ouvre la porte au BRS, donc à la vente en bail réel solidaire, et permet aux organismes de logement social à devenir des offices fonciers solidaires et donc à pratiquer directement la vente en BRS. Donc, ne pas vendre à un EFS extérieur, mais à se transformer aussi dans ce sens-là. Et donc, le développement de la vente de logements sociaux en BRS, on l'observe notamment sur la métropole lyonnaise, où c'est quelque chose qui est imposé sur les territoires où la reconstitution de l'offre est très difficile. Donc, on peut dire par le haut, c'est quelque chose qui est développé de manière volontariste, alors que sur les territoires isérois et plus particulièrement région grenobloise, on voit plutôt des initiatives expérimentales des bailleurs sociaux à développer le BRS. Les collectivités observent ces pratiques, sont intéressées, mais ne sont pas directement impliquées. Et donc, ces ventes en BRS arrivent notamment là où il y a des blocages pour les ventes standards, puisque les ventes en BRS sont aussi inscrites dans l'inventaire SRU à perpétuité. D'accord, eh bien écoute, merci beaucoup Adriana pour tous ces éléments, c'était hyper riche. Je ne vois pas de main se lever parmi les participants et les participantes. Rémi demande si on peut revoir le webinaire. Oui, le webinaire sera mis en ligne sur les réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube de Un Toit pour tous. Voilà, donc je vous remercie sincèrement toutes et tous d'avoir assisté à cette présentation, à ce webinaire ce matin. Et du coup, avec Un Toit pour tous et Apsis, on vous donne rendez-vous jeudi prochain, j'allais dire même heure, même lieu. Vous pouvez vous inscrire pour avoir accès au lien Teams. Voilà, très belle journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Adriana.